Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 1er juillet 2021. Il est 14h36 en principauté de Séborca. Cette nuit, j'ai reçu un texte d'une femme dont je vais vous parler. Je vais vous lire son texte, ni plus ni moins, je vais vous lire son texte. Alors pourquoi ce texte m'a marqué? C'est une dame qui a été très très proche du pouvoir à l'époque de Mitterrand et qui a subi beaucoup de, je pense, d'injustices. Alors oui, elle a été très proche à l'époque d'un ministre, vous allez vous souvenir, pour les plus anciens tout à l'heure de qui je vous parle. Et puis, ben, je dirais, vous savez, ça fait du bien quand on tombe de l'arbre, et puis qu'on regarde en haut et qu'on regarde finalement ce que l'on a vécu. Et on peut apporter un témoignage tout à fait concret parce qu'on a vécu les choses. Alors pourquoi aussi je suis intéressé par ces textes? Parce que cette dame, entre autres, va nous parler des excès du pouvoir, parce qu'elle a participé à ça, elle a participé à la gabegie. Et puis elle va nous parler aussi de l'Afrique, et là ça me touche, parce que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Cameroun, mais surtout au Gabon. Et mon père, il avait un poste important, il a dirigé plusieurs entreprises, et il a été très proche, assez proche du pouvoir, puisque son associé à l'époque était un oncle de Omar Bongo, le président de l'époque du Gabon. Alors, je vais vous dire qui c'est. Cette dame, si mon dossier veut bien s'ouvrir, voilà. Donc, elle a écrit un billet, elle s'appelle Christine Devier-Joncourt. Donc, beaucoup se souviennent de Christine Devier-Joncourt, qui fut la maîtresse de Roland Dumas, qui fut de longues années ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. En son temps, elle sortit un livre de révélation intitulé La putain de la République. Ouais, je m'en souviens. Son nom a beaucoup circulé dans des histoires de corruption impliquant les plus hautes personnalités de l'État. Autant dire qu'elle a vu de ses yeux, vu l'envers du décor, la face obscure du monde politique, et que quand elle en parle, elle sait de quoi elle parle. Devant l'horreur, au prétexte soi-disant sanitaire dont la clé de voûte est la vaccination imposée à tous, elle se décide à reprendre la parole et voici son analyse. C'est elle qui parle. J'entendais leur délire, loin d'imaginer qu'ils iraient jusqu'au bout de leur folie. La fête a assez duré. Je les ai vus à l'époque se goberger, s'empiffrer sur le dos de la bête. Je les ai vus les yeux plus gros que le ventre, piller et se goinfrer, se donner des lettres de noblesse factices que leur position et leur pouvoir leur conféraient. Je les ai vus bomber le torse et de leur petite hauteur mépriser le peuple en donnant au château de Versailles des fêtes royales pour célébrer dignement l'arrivée au pouvoir du nouveau monarque. Les cortèges de voitures officielles étaient autant de carrosses et les garden parties de ces nouveaux parvenus bientôt emperruqués. J'ai vu les épouses et leurs marmailles jouant à Marie-Antoinette sans vergogne sous les lambris, dont le temps passé se limitait à organiser des dîners fins entre amis et visiter le mobilier national, comme on va chez Ikea, gratuit ici. Surtout quand on omettait de restituer les pièces d'art, et ça c'est un vrai scandale, et les meubles d'époque. Je les ai vus et j'ai payé très cher pour avoir été témoin, n'étant pas du sérail. J'ai vu les caisses noires des ministres exonérés d'impôts, les frais d'intendance éhontés, enflés toute honte bue, chauffeurs, gardes du corps, avis et retraites cumulées, replètes, rétro-commissions sur des marchés d'État, des avions équipés comme des palaces volants, des jets sur le tarmac, prêts à décoller au moindre caprice ou au moindre tsunami, tremblement de terre ou autre catastrophe, permettaient d'appeler les hordes de photographes après s'être passés en vitesse chez le coiffeur et le couturier branchés pour se faire immortaliser au pied du jet avec un sac de riz sur le dos. Vous comprendrez de qui elle parle, j'espère. Monsieur Kouchner, si vous n'avez pas compris.
Oui, un humaniste. Sacré humaniste, je veux dire. J'ai vu des soutes en provenance d'Afrique, garnies de billets de banque et des coffres de voitures transformés en cavernes d'Ali Baba pour distribuer l'argent à grande échelle, des contrats d'État passés aux mains des filous, des comptes bien cachés dans des pays au lagon bleu, des guerres fomentées pour piller les richesses de ceux qui n'en verront jamais la couleur et verseront leur sang sans même savoir pourquoi. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que quand elle vous parle de ça, moi, j'ai peu témoigné. Mon père, lorsqu'il est arrivé au Gabon, a été d'abord embauché dans une société qui s'appelait à l'époque la SOACO. Et là, je fais appel aux plus anciens qui pourront vous confirmer mes propos. Le patron de la SOACO, c'était M. Chartier. Et M. Chartier, comment il avait réussi à créer cette entreprise? Ben, c'est très simple. C'est qu'à l'époque où la France-Afrique a donné sa liberté, finalement, soi-disant, au Gabon, eh bien, il a fallu trouver un président qui soit, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, et là je parle à nos amis africains, il a fallu mettre un homme de la France-Afrique. Et là, ils sont allés chercher un petit comptable qui s'appelait à l'époque Omar Bongo. Et c'est M. Chartier qui s'était occupé de cette tâche-là pour les services secrets, les services de l'État français. En échange de quoi, le deal était le suivant. Je t'aide à prendre le pouvoir. Bon, c'était pas lui, mais je t'aide à prendre le pouvoir au Gabon. En échange, tu me donneras tous les marchés d'État. Et à partir de là, c'est facile, parce que finalement, vous créez votre entreprise avec l'argent soit de la France-Afrique, soit du Gabon. Vous créez votre entreprise, et le président que vous avez mis en place, eh bien, ce président-là va vous faire passer tous les marchés d'État. Donc, très rapidement, votre société va être très implantée, je dirais, dans toutes les grandes villes du Gabon, que ce soit Franceville, Moanda, Libreville et d'autres. Alors quand je vous parle de témoignages directs, c'est déjà un témoignage direct. Mais je vais vous parler aussi du moment où monsieur Chartier n'a plus plu. Alors est-ce qu'il ne plaisait plus à la France-Afrique? Est-ce qu'il n'a pas plu à Omar Bongo? Parce que vous savez, des fois, la susceptibilité de ces petites personnes que l'on met au pouvoir, c'est des choses très dangereuses. Et lorsque M. Chartier s'est sauvé de Libreville, de l'aéroport de Libreville, eh bien, j'ai des témoignages directs de caisses qui ont été chargées, j'en ai parlé il y a très longtemps sur le dossier France-Afrique, de caisses qui ont été chargées ils avaient 2 avions de la société, 2 avions de la société donc, qui ont été détournés à son profit. Et ces caisses contenaient quoi? Du cash. Vous m'entendez bien? Des caisses complètes de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre cube, avec du cash. Comment on a su qu'il y avait du cash? C'est simple, c'est qu'il y en a une qui est tombée, qui s'est ouverte. Et dedans, c'était du pognon. Mais c'est pas que ça. Il est parti aussi avec les 2-3 grosses Mercedes 500 qu'il a volées. Il a volé le cash, il a volé les Mercedes 500, il a volé les 2 avions. Bon, il est rentré en France, il a acheté un gros domaine en région parisienne avec des chevaux, etc. Il est mort d'un cancer parce que de toute façon, tout se paye un jour. Mais voilà, si vous voulez, ce témoignage. Pourquoi je vous fais ce témoignage-là? Parce que peu de gens pourront témoigner de ce que j'ai vécu ou de ce que Madame de Viéjoncourt a vécu. Et souvent, quand j'en parle, les gens me disent « Oh, vous exagérez ». Non, il n'y a pas d'exagération. Moi, j'ai vu, donc c'était avant Mitterrand, j'ai vu Giscard d'Estaing, c'était à l'époque de Giscard d'Estaing, arriver avec tous les représentants des grosses entreprises de l'époque, les entreprises françaises, arriver avec des mallettes de pognon, des mallettes de cash qui étaient déposées à la présidence, que le président distribuait ensuite à ses ministres. J'ai vu à la même époque, pour la fête de l'OUA, de l'époque, donc je ne sais plus en quelle année, c'était en 74 ou un truc comme ça, je ne sais plus. Il faudrait chercher. Le gouvernement gabonais avait commandé une série de Mercedes 500 et 600 pour recevoir les différents présidents africains qui allaient venir, etc. Donc ces voitures sont rentrées à Libreville, ont été parquées, et là on s'est aperçu, et le président s'est aperçu rapidement, qu'un certain nombre de ses ministres avaient détourné ces voitures-là, soit à leur propre
profit, soit il y en a un, alors lui il avait fait mieux, il avait monté une société de taxi à Libreville avec des Mercedes 500 toutes neuves, avec l'argent des pauvres Gabonais. Parce que c'est ça, moi, qui me scandalise. Et c'est ça qui me scandalise aussi bien au Gabon qu'en France. C'est quand on vous dit que les ultra-riches bouffent sur le dos des plus pauvres, c'est une certitude. Donc c'est là qu'il faudrait que le peuple se réveille et dise maintenant ça suffit. Hein, votre notion de république, soi-disant la république et la démocratie et la liberté, égalité, fraternité, c'est faux. C'est une arnaque. Ils se moquent de nous. Je continue. Des enfants éventrés, des femmes violées, lapidées, torturées. J'ai vu un avion avec une croix rouge sur son flanc porter secours à des populations africaines affamées en leur tirant dessus. Et j'ai même vu certains crocodiles bouffer de malheureux témoins encombrants et d'autres tomber des fenêtres. Arrêt cardiaque, cancer fulgurant, toute cette honte, tous ces crimes pour encore plus de pouvoir et de richesse. Et pour confirmer aussi, j'en avais parlé aussi à l'époque de cette vidéo de France-Afrique, donc que YouTube m'a fait sauter, qui était le témoignage d'amis. Joséphine Bongo, qui à l'époque était la première épouse d'Omar Bongo, avait un amant. Cet amant, c'était un Basque. Et bien, on a retrouvé le corps de ce Basque mort chez lui dans les Pyrénées. Alors je ne sais plus si c'était par balle ou par couteau, mais je crois que c'était par balle. Ben, c'est quoi? C'est tout simplement Omar Bongo qui a envoyé ces mecs, ces mercenaires, pour, ou voire à la limite, ça pourrait être aussi déjà dans l'âge de la GSE, missionné par le gouvernement pour rendre service à Omar Bongo, pour éliminer finalement l'amant de sa femme, femme qui il va divorcer un peu plus tard d'ailleurs. Et mon père avait participé largement, hein, en tant que responsable de chantier, à la création à l'époque de ce qui était c'est Owendo de mémoire, de l'hôpital qui s'appelait Joséphine Bongo à l'époque. Et j'y ai vécu, moi, dans une des villas réservées aux médecins, etc. Mon père avait aussi sa villa à cet endroit-là. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est la France-Afrique, et voilà pourquoi je lutte contre la France-Afrique. Parce que nous n'avons rien à faire là-bas. Il y a une petite caste, c'est pas les Français, c'est une petite caste de Français au pouvoir, soit au pouvoir économique, c'est-à-dire des grands patrons d'industrie, comme Bolloré ou des gens comme ça, hein, qui se gavent. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que cet argent par excès qu'ils s'attribuent, c'est de l'argent qu'ils ont pillé au peuple. Et c'est là, sans tomber dans la notion du communisme, etc., c'est qu'il faut qu'il y ait une justice sociale, mais pour tout le monde, pour les Africains, pour les Français, pour tout le monde. Voilà. C'est mon combat. Pour ma part, c'est mon combat. Alors c'est ce qu'elle dit, un monde aux mains de la finance internationale vorace de Bilderberg. Nouvel ordre mondial criminel, le FMI, les GAFAM, etc., pour maintenir, verrouiller le système, protéger une élite et asservir les peuples en les abrutissant devant les écrans et en les dépravant, en inversant les vraies valeurs. Nous leur donnons une once de pouvoir et ils perdent tout sens commun. Et là aussi, c'est une vérité absolue. C'est que le pouvoir rend fou. L'argent par excès rend fou. Donc il faut trouver des mesures justement de contrôle pour éviter ce genre de phénomène. Parce qu'il touche tout. Vous savez, vous prenez le plus humble des Français, vous le mettez à l'Élysée avec chauffeur, garde du corps, garde d'Europe pour sa femme, aller bouffer chez Sénéquier ou aller bouffer dans des grands restaurants parisiens. Et puis remplissez-lui bien les fouilles, et ouvrez-lui des comptes en mock offshore, et il deviendra bien souvent aussi con, et il perdra éventuellement toutes ses vertus de base qui étaient des vertus humaines. Et c'est là qu'il faut se battre. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Nous sommes tous soumis à la pression de l'argent et du pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans notre pays des droits de l'homme, il est devenu ordinaire de bafouer le principe d'égalité. La richesse, le luxe et l'apparence étalée, sans vergogne, sont devenus signes de réussite, tandis que les plus faibles vivent leur souffrance sans trop faire de bruit. Bah oui, ils ne font pas trop de bruit. Et quand ils sortent un petit peu, quand les gilets jaunes sortent, et Dieu sait qu'il y a des gens qui les ont critiqués,
Et ça m'insupporte. Parce que les vrais gilets jaunes, je ne vous parle pas de ceux qui ont essayé d'aller à la télévision, etc. Je vous parle des vrais gilets jaunes, des vrais Français de terrain qui sont descendus dans la rue. Ceux-là méritent effectivement d'être défendus. Parce que ceux-là ont besoin de ça. Pour payer cette dette, ce monstre de papier, illégitime et abracadabrandesque, c'est pas facile à dire, numérique et ubuesque, il nous faudra tout vendre, jusqu'à nos dents en or et notre peau pour faire des abat-jours dans le bureau du maître du monde avec vue sur le Rockefeller Center. C'est pourquoi on a des coupes façon abattoir. Le couteau du boucher, c'est la dette. Un bout pour Bibi, un bout pour la finance, un bout pour la mafia, un bout pour le bling-bling, accro aux putes de luxe et à la pédophilie. Moi, j'appelle ça pédocriminalité, parce que le pédophilie, ça n'a pas la même signification. Un bout pour les ventrus de l'industrie militaire, les labos pharmaceutiques et les GAFAM, pillage à grande échelle. Voilà, j'en terminerai là, je ne veux pas faire trop long. Ce texte, vous pourrez le retrouver donc dans le dernier écrit de Madame Christine de Viéjoncourt. J'ai beaucoup d'estime, et j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour cette dame, parce qu'encore une fois, on ne peut pas jeter la pierre. Elle a été entraînée, elle a été, c'est vrai, la maîtresse de M. Dumas, ministre, et très très proche de François Mitterrand. Et ça a été à l'époque ce qu'on a appelé le scandale Elf. Alors moi je me souviens, c'est qu'à l'époque on lui a surtout reproché d'avoir offert des chaussures de luxe à Dumas, ce qui était franchement ridicule parce qu'il savait été que des godasses. Ça ne serait pas allé aussi loin, mais ça a été finalement un peu étouffé. C'est elle qui a été largement condamnée, alors qu'elle n'était que finalement l'objet dont on se sert, dont s'est servi Elf, dont Mitterrand s'est servi, dont tout le monde s'est servi, finalement pour tenir à bout de bras le ministre Dumas jusqu'au bout du compte, et on l'a fait tomber. On lui a vendu ses biens à M. Dumas, et on a traîné Madame de Viéjoncourt dans la boue. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire avec nous aussi, dans la mesure où vous dénoncez les choses de toute façon. Eh bien, au bout d'un moment, quand vous gênez trop, on vous élimine. Il faut le savoir. Égalité, l'égalité, je ne sais pas où elle est. La fraternité, n'en parlons pas. Et l'égalité, encore moins. Voilà la nature de mon combat. C'est un combat difficile. Je ne suis pas le seul à le mener. Nous sommes nombreux. Donnons-nous la main. Je pense que les temps sont arrivés pour renverser la vapeur et inverser les inversions de valeurs. Parce que c'est ça. C'est que ce qui est normalement le bien est devenu le mal, et ce qui était le mal est devenu le bien. Et il faut lutter contre ça. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous embrasse. Et je vais vous en faire d'autres, là, vous allez voir. Je vais vous parler aussi de la curatelle, hein, dans le sud de la France, et des pratiques des curateurs qui s'en mettent plein les fouilles et qui ne s'occupent pas des dossiers et qui laissent en plan les gens comme ça pendant 1 an sans argent, alors qu'ils ont de l'argent, sans argent pour payer leur loyer ou pour bouffer, et puis ils s'en foutent finalement. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, comme d'habitude. Ciao.